Alors on a toujours ce souci dans l'école, il y a toujours un moment de pratique et un moment d'enseignement, et l'idée c'est d'essayer de toujours interroger cette pratique. Les enseignements, c'est une manière de faire que on ne s'enferme pas dans quelque chose d'un peu trop technique et qu'on cherche toujours à interroger plus avant ce qu'on fait. Donc on essaye toujours de trouver des manières de nourrir notre pratique. Et donc ce soir, je voulais parler un peu de ce dialogue un peu entre le fait de contrôler quelque chose, de maîtriser quelque chose, et le fait de lâcher, de s'abandonner. Parce qu'en fait, on tombe souvent, quand on pratique, dans un des deux travers, je dirais, dans un des deux écueils, soit de chercher par la pratique à atteindre une sorte de maîtrise, soit au contraire d'être dans quelque chose de complètement relâché. Et on pourrait penser que la pratique, c'est maîtriser quelque chose. C'est une idée qu'on a souvent quand on ne connaît pas la pratique. C'est un peu l'image on a un peu l'image du moine zen, par exemple, ou des sages qui sont parfaitement stoïques, imperturbables, calmes, parce qu'ils ont beaucoup pratiqué et qu'ils ont atteint une certaine maîtrise de leur esprit. Et plus profondément, on pense que on va réussir à changer quelque chose en ayant un plus grand contrôle sur nous-mêmes, en ayant une plus grande maîtrise de nous-mêmes. Donc on pense qu'il faut arriver à maîtriser ses pensées pour moins être pris dans nos pensées. Pareil avec nos émotions, qu'il faudrait contenir nos émotions ou les gérer, les contrôler. Et puis ça peut même aller jusqu'à notre souffle. On a l'idée qu'il y a peut-être une manière de respirer qui serait mieux qu'une autre. Et cette tendance, comme on en a déjà un peu parlé, elle est la marque d'un profond manque de bienveillance pour nous-mêmes, en fait. On pense qu'il y a quelque chose en somme, on pense qu'il y a quelque chose en nous qui tournerait pas rond, et que par la volonté, par le contrôle, on arriverait à changer ça. Mais en fait, on se rend compte que bien souvent, c'est pas par la volonté qu'on arrive à changer les choses, et que, au contraire, cette volonté de contrôle ne fait souvent que nous enfermer davantage dans nos problèmes. Ce qui se passe, c'est que on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on pense qu'il faudrait avoir une plus grande maîtrise pour changer ça, mais en fait on n'y arrive pas, et puis on s'en veut de ne pas y arriver, et du coup c'est encore pire, et c'est une sorte de cercle comme ça infernal. Donc ça, c'est le côté du contrôle. Où on pense que par la pratique de la méditation, on va réussir à se transformer, parce qu'on va avoir une plus grande maîtrise de nous-mêmes. Mais je crois quand même aujourd'hui, on est un peu sorti de cette idée-là.
et que peut-être enfin pas toujours, mais le danger inverse est tout aussi problématique. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y aurait du coup plus aucun effort à faire, et l'idée mal comprise du lâcher-prise. Et du coup là on verrait la méditation un peu comme une sorte de rêverie. Il s'agirait de s'abandonner à une espèce de vagabondage sans contrainte, sans aucune forme de contrainte, voilà, comme une rêverie, de se laisser porter complètement par ce qui nous passe par la tête, et puis du coup, ben, si on a envie de méditer allongé, on s'allonge, et puis si on a envie de bouger, on bouge. Et cette idée-là peut aussi nous piéger et nous empêcher d'avancer. Ça peut faire du bien un moment, voilà, juste, et c'est même nécessaire, très, très certainement nécessaire, à un moment dans la pratique de juste, comme dirait Fabrice, se foutre la paix, juste laisser les choses être. Mais si on s'en tient qu'à ça, les choses risquent de rester vraiment trop floues. Et au final, ça risque de pas vraiment nous aider dans notre existence. Donc on est souvent pris en fait entre ces deux pôles, entre l'idée qu'il faudrait maîtriser quelque chose et l'idée qu'il faudrait au contraire tout lâcher. Et souvent le mouvement qui se passe, c'est que on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on voit que quelque chose ne va pas, qu'on n'est pas vraiment juste, que y a quelque chose en nous qui cloche. Alors on va chercher à faire quelque chose pour corriger ça, pour corriger nos défauts, pour voilà, réajuster. Mais on se rend compte qu'au lieu de les corriger, on ne fait en fait qu'aggraver la situation, que fermer encore un peu plus les choses. Et alors là, du coup, on abandonne tout, on est dans ce lâcher complet, mais en fait qui est plus une forme de déprime qu'une forme de réel abandonnement. Et donc vous l'avez compris, il s'agit un peu de trouver un entre-deux, de trouver enfin c'est pas vraiment un entre-deux, c'est plutôt de travailler avec ces deux polarités. C'est pour ça que dans la pratique, il y a une forme, il y a un cadre. C'est pas complètement libre. Ce qu'il faut voir, c'est que ce cadre, il est là pour nous aider. Le cadre, c'est quoi? C'est la posture qu'on prend. Ça, c'est voilà, tous les aspects un peu contraignants de la pratique. On prend une posture particulière. On se délimite un temps de pratique aussi, un début et une fin. Qu'on détermine à l'avance, même quand on médite tout seul, c'est bien de le faire. C'est pas je commence à pratiquer puis je verrai bien quand est-ce que je m'arrête. Et puis on aménage un espace aussi. Ça peut aider. Et ce cadre est important, mais en même temps c'est important qu'il ne prenne pas trop de place. Donc il faut vraiment toujours s'ajuster. Et par exemple, pour ce qui concerne la posture, ce qui est important, c'est de ne pas l'avoir simplement d'un point de vue technique.
Évidemment, la posture est là pour nous aider à, à ouvrir quelque chose, mais avant tout, la posture est une manière de nous disposer au monde. Comme on l'a vu un peu, il y a deux mouvements. Il y a le fait de s'ancrer, le fait de s'asseoir, de se poser. On s'ancre, ça veut dire que on fait partie du monde. Par la pratique, on cherche pas à aller ailleurs. On reste dans le monde. Et même, on renforce par le fait de s'asseoir, par la posture, par le fait de porter attention à notre corps, ce qu'on n'a pas forcément tout le temps l'habitude de faire. On renforce le fait qu'on appartient à un monde, qu'on n'est pas des êtres isolés. Ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, c'est qu'on se redresse. Et en se redressant, on est en lien, on entre en lien, en rapport avec l'espace, avec ce qui nous entoure. Puis il y a une certaine dignité dans cette manière de se tenir. Et ça, ce double mouvement, ça ouvre quelque chose. Peut-être vous l'avez senti, mais ça ouvre quelque chose au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, des poumons, de la gorge. On est posé, on se dresse et il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Il y a quelque chose qui se libère. C'est là que survient le mouvement de libération, le mouvement d'abandon. Le cadre permet à cette libération de se faire. Et sans le cadre, on pourrait pas faire ce mouvement de s'abandonner, de laisser quelque chose en nous œuvrer. C'est le fait d'établir un cadre qui permet de libérer quelque chose en nous. Ça donne de la place, ça donne sans ce mouvement-là, sans ce cadre, il y a quelque chose qui reste bloqué. J'ai bien conscience que c'est tout à fait paradoxal ce que je vous raconte. Mais c'est ça dont je me rends de plus en plus compte en pratiquant, c'est que pour qu'il y ait un abandon, pour qu'il y ait quelque chose qui se libère, il faut une certaine disposition, il faut une certaine rigueur, il faut une certaine tenue. Cette posture libère quelque chose. On ne le voit pas, en fait, il y a quelque chose, quand je dis il y a quelque chose qui est bloqué, c'est qu'habituellement, on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps en train de faire quelque chose, on est aussi tout le temps préoccupé par ce qu'on fait, et du coup, tout ce mouvement qui est là, ça se ferme. Petit à petit, c'est bloqué. Et on a besoin de s'arrêter et de prendre cette posture, de poser ce cadre pour que de nouveau ça se libère, pour que de nouveau la vie revienne. Encore une fois, c'est paradoxal. Pour que la vie revienne, pour que quelque chose du mouvement simple de la vie revienne, il faut un arrêt, une immobilité, un cadre, quelque chose de fixe. Donc voilà, c'est un peu ça ce qu'on apprend dans la pratique, c'est cet ajustement entre d'un côté une rigueur, quelque chose de maîtrisé, et d'un autre côté quelque chose qu'on laisse librement se déployer en nous. Et la pratique consiste toujours à travailler ces deux dimensions. Il y a des moments dans la pratique où on sent que ça devient un peu flou,
on ne sait pas trop ce qu'on fait et c'est bien de revenir à la rigueur de la posture. Et puis il y a d'autres moments où on sent que là, la posture, on a mal au dos, on s'est crispé, ça va pas, et là c'est bien au contraire de lâcher quelque chose, de juste se foutre la paix et laisser le mouvement se faire de soi-même. Et je pense que ça peut beaucoup nous aider. Moi, je constate même que ça m'aide beaucoup dans la vie. Je vois que de plus en plus, ce mouvement-là, je le fais aussi, pas de manière consciente, en fait. Ça se fait tout seul, mais dans toutes les situations de la vie. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels on fait naturellement ces ajustements, où on a besoin de les faire. Par exemple, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine bien que quand on élève un enfant, il faut savoir faire ce mouvement-là aussi, à un moment donné, poser un cadre, mettre des règles, dire à l'enfant, là, il ne faut pas que tu fasses ça, le gronder quand il fait une bêtise, et en même temps, être capable de le laisser faire ses erreurs, de le laisser vivre, de le laisser faire ses expériences pour qu'il puisse grandir. Et il y a tout le temps à jouer avec ça. Mais on peut le dire la même chose aussi dans le travail qu'on fait avec nos collègues. Il y a des moments où c'est important de mettre les points sur les i, si quelque chose ne va pas, de le dire, voire de se mettre en colère pour remettre un cadre, pour fixer quelque chose. Et en même temps, juste après, des fois, le mouvement doit se faire juste l'un derrière l'autre. Il faut aussi réouvrir les choses pour que les choses ne soient pas trop figées, pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble et à avancer pour que ça ne se crispe pas. Et au fond, dans la pratique, on apprend à faire ce mouvement-là, et d'abord avec nous-mêmes. À avoir ce double mouvement avec nous-mêmes, d'avoir la justesse de voir ce qui ne va pas et de ne pas se fermer les yeux, de dire là ça va pas, j'ai besoin de plus de rigueur, ou au contraire, j'ai besoin de plus d'espace, là il faut que je m'accorde un peu plus de liberté. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et si vous avez encore quelques questions, elles sont les bienvenues. Bonsoir, je m'appelle Tariq. Bonsoir. C'est très agréable de faire cette méditation. J'en ai fait chez moi des méditations de Christophe André. Et effectivement, la pratique collective, c'est autre chose. Ça a résonné beaucoup aussi ce que vous disiez sur le cadre qu'on se donne ou pas. Enfin, c'est une pratique qui nécessite un cadre. Et donc ma question justement c'était en termes de posture, vous disiez qu'il fallait avoir la bouche ouverte pour la respiration, enfin légèrement ouverte, garder les yeux ouverts, et franchement c'était trop agréable pour moi de garder les yeux, c'était trop agréable pour moi de fermer la bouche, enfin je n'arrivais pas à ouvrir la bouche tout simplement en fait, et je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts, voilà. Donc, je voulais vous interroger par rapport à ça. Et vous pratiquiez avant les yeux fermés, c'est ça? J'ai fait allonger aussi, ce qu'il ne faut pas faire. Non, oui, en fait, les yeux fermés, ouais. Voilà.
C'est sûr que si vous avez l'habitude de pratiquer les yeux fermés, ça peut être perturbant au début de les ouvrir. Ça, c'est clair que c'est pas du tout le même mouvement. Du reste, bon, je crois que quand même la plus grande partie des écoles, c'est les yeux ouverts, mais ça existe aussi des écoles où on médite les yeux fermés. Nous, on le fait pour la raison que je vous ai dit, hein, c'est qu'on veut rester en contact avec le monde. Et c'est vrai que les yeux fermés, il y a un côté un peu plus introspectif, un peu plus intérieur, puisqu'on ferme les yeux. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Mais moi, le conseil que je vous donnerais, c'est d'essayer de voir par vous-même ce que ça fait. Et après, il n'y a pas de... je ne vais pas vous dire il faut absolument pratiquer les yeux ouverts. C'est juste un conseil. Et à vous de voir comment ça... la différence que vous voyez. Au début, ça peut être un peu perturbant, mais peut-être que ça peut être intéressant d'insister un peu, d'y revenir de temps en temps, juste pour voir, et voir la différence que ça fait pour vous. Voilà. Après, sur le fait de pratiquer allongé, là c'est un peu différent. On peut pratiquer allongé, par exemple, quand on est malade et qu'on ne peut pas s'asseoir. C'est possible de pratiquer allongé. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Parce que trouver le sens de l'assise et de l'ancrage et de verticalité quand on est allongé, c'est un peu plus compliqué que quand on est assis. Voilà. Et excusez-moi, par rapport à la bouche, le fait d'avoir la bouche fermée, je vois bien que j'ai du mal à l'ouvrir. Bon, c'est des étapes aussi, hein. J'imagine que peut-être plus tard ça se... La bouche, c'est encore moins important que les yeux, je dirais. Mais l'idée, c'est surtout de vérifier que c'est pas crispé là. En fait, c'est pourquoi on ouvre la bouche. Moi, j'aime bien le sens où on ouvre la bouche parce que ça crée un rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Mais l'autre raison plus pragmatique, c'est que ça permet juste de détendre la mâchoire inférieure qui est souvent crispée. Donc, en fait, juste vous vérifiez que c'est pas trop crispé et voilà, c'est ça l'essentiel. Mais ça doit pas être ça doit pas être un effort du tout. Au contraire. Ça va ? Ok, merci. Bonsoir, je m'appelle Guillaume. Bonsoir. Et quand vous parliez du cadre qui permet de laisser place à la liberté, c'était vraiment intéressant. Est-ce que la quotidienneté fait partie de ce cadre ? Ah oui, c'est clair. C'est clair. C'est le plus oui. Parce qu'en fait, moi, ce que j'avais bien aimé quand j'étais venu la première fois mercredi, on m'a expliqué, voilà, dans la méditation, il n'y a pas d'efficacité. Et je pense que c'est un des arguments majeurs pour moi. Et du coup, je l'ai un peu extrapolé sur le fait que, en voulant le faire tous les jours, tout d'un coup, on cherche une efficacité. Donc je me suis dit, je vais pas me faire chier à faire ça tous les jours. Parce que... Et franchement, vraiment, c'était ça. Et après, quand vous avez parlé du cadre et tout, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être un peu extrapolé pour me faire plaisir à moi. Et que vous m'avez presque convaincu d'en faire tous les jours, en fait. C'est le plus en fait c'est le plus important. On dit à juste titre qu'il vaut mieux faire peu tous les jours que de méditer une fois 1 heure par semaine, par exemple. Il vaut mieux faire, par exemple, 10 minutes, un quart d'heure tous les jours que 1 heure de temps en temps. Et dans mon expérience, dans mon expérience, 2 choses. La première, c'est que c'est pas facile à mettre en place. Ça, c'est clair. Que moi, ça m'est pas venu tout de suite de méditer tous les jours.
ça peut prendre un peu de temps. Moi, personnellement, et il semble que ce soit le cas pour de nombreuses personnes, j'y suis parvenu après avoir fait un séminaire dans lequel j'ai pratiqué en groupe tous les jours, plusieurs fois par jour. Et après ça, j'ai réussi à le faire pour moi, chez moi, tout seul, un peu tous les jours. Mais avant ça, j'y arrivais pas du tout. Donc ça, c'est la première chose. Et je voulais dire une deuxième chose. Que c'est difficile à mettre en place. Oui, et la deuxième chose, c'est quand une fois qu'on arrive à le mettre en place, je trouve qu'il y a un côté effectivement un peu libérateur, dans le sens où on ne se pose plus trop de questions, on a décidé qu'on pratiquait tous les matins, ou à un autre moment, mais tant de temps, bon après on peut changer le temps si on voit qu'il faut ajuster, mais voilà, ça devient moins une question qu'on se pose, on le fait et puis c'est tout. Il y a un côté où ça simplifie beaucoup les choses, je trouve. Merci. Bonjour Olivier. Bonjour. Je viens d'une école que j'ai appris en Angleterre, dans laquelle les mots sont mind et spirit, ce sont deux choses très, très différentes. Et je vous entends dire le mot esprit, parce qu'on a un langage probablement pauvre. Mais moi j'aurais dit mental. Souvent on regarde son mental et on dit tiens, je ne suis pas mon mental, je vois que je pense ou ça pense en moi. Mais si je suis capable de l'observer, c'est que je ne suis pas ça. Et donc j'y attache une importance de distinguer dans les mots le mental, qui est un truc qui nous habite, c'est presque un organe, on pourrait dire. Et l'esprit, qui est, alors après là on va sur des considérations spirituelles, donc c'est ouvert à plein d'interprétations et plein de philosophies. Mais le fait que vous ne le distinguez pas dans vos mots m'interpelle, et je me demande est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est juste parce que dans le langage, facilité de langage, on dit esprit et en même temps qu'on dit mental, on pense les deux en français. Vous avez raison, il y a une distinction. Il y a une distinction entre ce que vous appelez le mental, c'est-à-dire au fond le ressassement des pensées qui tournent à vide, on va dire. Moi j'aime bien appeler ça la ratiocination. C'est un vieux mot français et je trouve que rien que le mot ratiocination, je ne sais pas si je le dis bien d'ailleurs, mais ça dit ce que c'est. Il y a un côté d'un rouage comme ça un peu rouillé qui tourne tout seul. Et effectivement, à une dimension de l'esprit plus vaste, plus ouverte. Mais d'un côté, c'est bien de voir la différence, mais d'un autre côté, c'est pas si séparé que ça. Je pense pas. Et si je dis pas de bêtises, dans les enseignements de la tradition bouddhiste, on dit bien que cette ratiocination, elle est un germe de l'esprit. Donc il ne s'agit pas non plus de la rejeter complètement, parce que elle procède du même, en fait. Juste elle est un peu enrouée, un peu rouillée, peut-être. Alors, la pratique occidentale, quand on n'a pas trop lu sur le sujet, en quoi elle est différente de l'orientale? Ce sera un long débat, non? Ça va être long. Non, c'est une très belle question. Elle est différente juste parce qu'on l'a fait en Occident. En fait, pourquoi c'est écrit école occidentale de méditation? Parce que il peut y avoir un problème. Donc, la méditation, peut-être que c'est bien que je le redise, mais la méditation telle qu'on la pratique ici, elle vient du bouddhisme, donc elle vient d'Orient. Mais on s'est rendu compte que parfois, quand la méditation a été transmise en Occident par certains maîtres orientaux, il y a une sorte de fascination pour le bouddhisme, pour
tout l'aspect un peu exotique de la chose, qui empêche en fait la transmission de la pratique. Et donc, occidental, c'est parce qu'on est des occidentaux, et donc oui, on tient cette tradition de l'Orient, et dans l'école, on étudie aussi ça, on étudie les enseignements bouddhistes, on voit ce qui peut nous apporter, mais on a aussi beaucoup à cœur à ce que cette pratique s'ancre dans notre culture, et donc on essaie aussi de faire le lien avec ce qu'on est, parce que sinon on n'y arrivera pas, sinon ça va rester quelque chose d'exotique qui ne nous appartient pas vraiment. C'est pour ça que ici dans la maison, on a autant mis le portrait d'un maître tibétain que des œuvres d'art moderne d'Occident que vous avez là ou là. Et si vous regardez la galerie de portraits qui est dans l'entrée, il y a quelques orientaux, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a principalement des personnes de l'Occident, et on cherche aussi à essayer de voir parmi nos philosophes, nos artistes, nos poètes, comment ça peut entrer en résonance avec cette pratique qui vient d'ailleurs. Mais après, dans le fond, c'est la même chose. Pratique de la même façon. Oui, je pense. Ça va, il n'y a plus de questions? Pas de regrets?